C'est ça la toile de fond de cette séance. Et je vais donc tout de suite donner la parole, mais c'est Monsieur le Président qui va le faire, au président de la Société française de phlébologie, Mathieu Josselin, qui est un médecin vasculaire, interventionnel, phlébologue, qui va nous présenter un peu les actualités concernant toutes les techniques de traitement endoveineux des varices des membres inférieurs en 2021. Philippe Marre. Monsieur le Président, Albert Claude vous a complètement présenté. Nous sommes très honorés de vous accueillir. Vous allez nous parler des méthodes de traitement endoveineuse des varices en 2021. Vous avez la parole. Bien. Bonjour à tous, professeur Marre, Johanna et Benamou, je vous remercie. Je remercie également au nom de la SFP, l'Académie nationale de chirurgie, pour son chaleureux accueil et pour cette belle session que nous allons partager aujourd'hui. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc je vais partager mon écran. Tac. Voilà. Tac. Donc je pense que vous avez... C'est parfait. C'est parfait, super. Donc, je vais vous parler des traitements endoveineux des varices en 2021, vous faire un peu un tour d'horizon de ce que nous avons actuellement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au cours des 20 dernières années, les techniques endoveineuses ont transformé l'approche thérapeutique qui concerne le traitement des varices. Contrairement à la chirurgie, en fait, ces méthodes, elles vont traiter la veine in situ. Elles vont viser à obtenir une occlusion de la varice et différents procédés vont permettre d'y aboutir. Oh, excusez-moi. Excusez-moi, je suis bloqué sur l'écran. Voilà. Les différents procédés peuvent être classés en 3 catégories sur lesquelles nous allons revenir: l'ablation chimique, l'ablation thermique, les ablations thermiques tumescentes et les ablations non thermiques non tumescentes. Donc, je vais revenir dessus. Le préalable de tout cela, c'est, comme le disait Albert Claude Benamou, c'est l'échodoppler. L'échodoppler a révolutionné notre façon d'appréhender le système veineux, de le comprendre. L'échodoppler, aujourd'hui, en phlébologie, doit être présent, qu'il soit en préopératoire, en péropératoire ou en post-opératoire. Il va de la première consultation, qui établira la cartographie permettant l'évaluation du système veineux, de mettre en évidence les segments à traiter, de choisir le type de traitement. Il va également permettre de savoir à quel endroit on va pouvoir positionner, par exemple, un cathéter de radiofréquence ou de fonctionner pour réaliser une sclérothérapie sous échographie. Il va également servir en péropératoire. Il va accompagner le praticien du début à la fin de l'intervention, tant pour évaluer l'efficacité, mais pour assurer la sécurité des gestes, et en post-opératoire pour évaluer l'efficacité et les complications immédiates, mais également un suivi dans le temps, car quelque chose que l'on répète continuellement à nos patients, la maladie veineuse est une maladie chronique pour laquelle il sera nécessaire qu'il y ait un suivi dans le temps. Alors, je vais commencer avec l'ablation chimique. Rapidement, l'ablation chimique, c'est la sclérothérapie. La sclérothérapie a considérablement évolué également. Aujourd'hui, on peut traiter des varices avec la sclérothérapie, puisqu'on va pouvoir accéder, grâce à l'échographie, au guidage échographique. On utilisera essentiellement des formes mousse, à savoir 2 agents sclérosants, détergents, étoxysclérol et fibrovène disponibles en France, qui sont les agents principalement utilisés. Voilà, je vous montre ici, alors je sais que les vidéos passent assez peu en zoom, donc je vous ai montré l'évolution d'une... alors excusez-moi, je n'ai pas accès au pointeur, si. Voilà. Donc je vous montre en fait donc ici une veine toute simple, on voit l'arrivée de l'aiguille, on est sous échographie, on a le début de l'injection, et à la fin de l'injection, on voit le spasme de la veine sous l'effet du produit sclérosant. Donc ça, c'est une sclérothérapie sous échographie. Il faut savoir que la sclérothérapie, ça fait partie des gestes endoveineux, c'est quelque chose d'extrêmement polyvalent qui va nous servir soit exclusivement, soit en complément des autres techniques, comme je vais pouvoir vous le montrer. Tout cela est bien entendu régi par des recommandations. Ces recommandations sont des recommandations européennes. Et comme vous pouvez le voir ici, finalement, on peut traiter l'ensemble des varices, qui montre bien la polyvalence de la sclérothérapie, avec des grades de recommandations qui sont très importantes. Alors me direz-vous, y a-t-il des limites ? Finalement, techniquement parlant, très peu. La limite va être, bien entendu, le calibre. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir obtenir les mêmes résultats sur une varice de gros calibre que sur une varice de petit calibre. Je vous montre juste rapidement cette étude de Venermo qui montre un suivi à 1 an et qui va comparer ici la chirurgie, les traitements endoveineux par laser et la sclérothérapie sous échographie. Ce que l'on voit très simplement, c'est que plus le calibre de la veine augmente, moins l'occlusion est importante.
plus le taux d'occlusion finalement diminue. Ce qui montre bien qu'effectivement, la sclérothérapie va être un très bon outil sur des veines relativement de taille plus réduite. Moi, j'ai assisté à pas mal de présentations tout au long de ma vie pour l'instant, et on nous parle souvent de grosses varices, on nous montre des énormes varices, et c'est vrai que souvent c'est très paradoxal par rapport à la pratique qu'on peut avoir nous-mêmes en ville, puisque finalement les très grosses varices, on en a comme tout le monde, mais on n'en a pas tant que ça. Et là, je rebondis juste sur une étude que la Société française de flébologie a rédigée sous l'égide de Claudine Amel-Desnos, et qui a été publiée en 2018. L'étude Diagrave, en fait, elle avait notamment pour objectif, celui qui nous intéresse aujourd'hui, d'évaluer le diamètre des grandes saphènes pathologiques qui arrivaient en cabinet de ville. Donc, c'est une étude multicentrique. En fait, ce qui est très intéressant, c'est finalement de voir que sur cette étude, le diamètre moyen d'une grande saphène, finalement, c'est pas 9, 10 ou 15 mm, c'est 5,6 mm. Donc, finalement, on voit que la sclérothérapie sous échographie garde sa place. Alors, là, j'ai abordé l'ablation chimique parce qu'il me semble important de l'aborder. Elle gardera toujours sa place. Maintenant, parlons des techniques qui, finalement, sont arrivées. Là, on arrive sur les 20 dernières années. Les ablations thermiques. Dans les ablations thermiques, il y a quatre essentiellement techniques, radiofréquence, laser, vapeur et micro-ondes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la radiofréquence et le laser sont les techniques qui ont un recul le plus important. Leurs avantages par rapport à la chirurgie ont été bien établis avec de nombreuses études sur lesquelles je ne vais pas pouvoir revenir, qui montrent leur efficacité et leur sécurité. La radiofréquence, je vous en fais un tour assez rapide. Voici les générateurs qui sont disponibles en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un générateur qui va distribuer de la radiofréquence, soit directement, soit indirectement, à travers soit des cathéters, soit des sondes. Là, ici, vous avez le closure phase de Medtronic. Comme vous pouvez le voir ici, il s'agit d'une résistance qui va chauffer la veine et le praticien va chauffer la veine segmentairement et retirer progressivement en chauffant segment par segment. À côté de cela, vous avez ce qu'on appelle des sondes qui sont mono-bipolaires, qui elles vont être à retrait qu'on appelle continu et qui vont également amener une source de chaleur au sein de la veine et qui vont l'occlure, comme je vous le disais, c'est une occlusion donc une destruction qui se fait in situ. Pour le laser, voici les trois marques principales que l'on peut avoir à disposition. On a le laser Biolitech, le laser donc LSO. Donc LSO est actuellement en train de sortir un nouveau générateur luminance avec un système de retrait assisté. Et Vomedica qui également a une particularité, c'est que Vomedica, ce qu'il faut savoir, c'est que ces trois générateurs fonctionnent avec une longueur d'onde qui est aujourd'hui, qui fait consensus, c'est le 1470 nanomètres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a beaucoup d'articles avec beaucoup de longueur d'onde. Aujourd'hui, c'est celle qui prévaut, c'est la 1470 nanomètres. Il faut savoir, et Vomedica vient justement de commercialiser cette possibilité d'utiliser une longueur d'onde différente, la 1940 nanomètres, avec finalement une longueur d'onde qui a une meilleure absorption et qui permet finalement de baisser la puissance de base pour traiter les varices. Donc, ça peut avoir tout à fait d'autres intérêts. Ce qu'il faut savoir avec le laser, c'est qu'on travaille avec des sondes beaucoup plus petites. Il y a notamment des sondes si petites qu'elles peuvent être introduites directement dans une aiguille de ponction 18 gauge et ne pas avoir besoin, par exemple, de cathétériser, d'avoir un introducteur, comme on peut l'avoir avec, par exemple, la radiofréquence. Là aussi, il y a des recommandations. Donc, comme vous pouvez voir ici, les différentes indications, c'est la grande et la petite saphène, la giacomini. On va également avoir les perforantes et les malformations veineuses. On a moins d'indications, évidemment, que la sclérothérapie. Ça reste moins polyvalent du fait du matériel, mais on a des recommandations de haut grade qui valident complètement ces indications. Je reviendrai tout à l'heure sur les recommandations internationales. Les limites, elles sont essentiellement techniques. Évidemment, il va falloir cathétériser la veine, il va falloir introduire un cathéter ou une sonde. Si, par exemple, vous traitez la grande saphène, il va falloir remonter cette sonde jusqu'à la jonction saphéno-fémorale. Donc, évidemment, si vous avez des séquelles post-thrombotiques ou post-sclérose, des segments trop courts, des tortuosités, ça peut être compliqué. Également, l'hyperpression veineuse peut également compliquer les choses. Globalement, pour avoir un retour sur ma pratique, globalement, avec le matériel et la diversité du matériel et des sondes que l'on a aujourd'hui à disposition, on peut tout à fait se débrouiller de nombreuses situations. Il est rare d'être en échec. L'environnement, il faut savoir qu'il avait été déterminé par la Haute Autorité de Santé en 2008, qui considérait qu'il fallait réaliser ces interventions en secteur opératoire tel que c'était défini par l'arrêté de 93. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, la réalisation de ces actes doivent être réalisés dans des établissements de santé, hôpital ou clinique, et non en dehors. Ce qui va
imposer cette réalisation, c'est notamment le principe même de l'anesthésie. Alors, là, je reviens un petit peu sur ce point-là, c'est important parce que on va quand même appliquer une température de l'ordre de 120 à 150 degrés, donc on imagine bien que le patient peut souffrir et qu'il peut y avoir des lésions périveineuses. Il n'est pas question aujourd'hui, il n'est pas recommandé en tous les cas, de réaliser des anesthésies ou générales ou péridurale ou rachianesthésie. L'anesthésie qui doit être utilisée est une anesthésie qui est développée depuis des années dans des secteurs comme la dermatologie ou même la chirurgie esthétique, qui consiste à injecter une grande quantité de soluté autour de la veine. Et en fait, vous le voyez ici, ça c'est juste après la réalisation d'une tumescence. La sonde, c'est le petit point blanc qui est juste au milieu, la veine complètement rétractée sur la sonde, et on voit bien ici la gaine liquidienne que l'on a injectée. Et donc là, vous voyez, on est à 2 cm de profondeur, on est vraisemblablement sur une grande saphène, on voit le fascia ici, et la réalisation est tout simplement faite avec une pompe qui est manœuvrée avec une pédale, et tout le geste est accompagné sous échographie. Et ça va permettre d'isoler, de garder un patient vigile qui sera capable, lui, de vous dire, au moment où vous allez chauffer la veine, s'il y a un problème. Et ça peut être important, parce que si ça lui fait mal, eh bien, il faut arrêter la procédure et rajouter de l'anesthésie par tumescence à l'endroit où le patient souffrait. Alors évidemment, on a d'autres techniques, on peut rajouter du méopa, de l'hypnose et autres si l'on veut, mais l'anesthésie par tumescence suffit grandement. Concernant les recommandations, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2011, on a des recommandations internationales, américaines, européennes, qui vont établir finalement un changement d'hiérarchie dans le choix du traitement de l'incontinence varicoeuse. Et que ce soit la grande saphène ou la petite saphène. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que les grades de recommandation sont tous élevés. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'ordre de préférence qui va être indiqué par ces recommandations. Ce que l'on peut voir, c'est que ce soit pour les recommandations nord-américaines, AVF, SVS, pour les Anglais, le NICE, pour les Européens, l'European Venous Forum, l'Union internationale d'angiologie ou la Société européenne de chirurgie vasculaire, les traitements par laser et radiofréquence doivent être proposés en première intention. Voilà. Donc ça, c'est important à prendre en considération aujourd'hui. En France, nous avons l'ensemble des sociétés de médecine vasculaire qui se sont regroupées en 2018 sous l'égide de notre Conseil national professionnel et qui ont publié ce qu'on appelle des Choosing Wisely, concept nord-américain et canadien, qui nous permettait d'avoir des recommandations assez précises sur la réalisation de nos actes et sur les indications. Je ne vous les donne pas toutes car nous n'avons pas le temps. Je vais juste relever 3 qui me paraissent percutantes, c'est qu'on répète que ce soit l'ablation chimico-thermique, c'est que l'échographie pré- et post-procédure est requise. On indique également que si une veine, saphène, doit être traitée et qu'elle fait plus de 8 mm, de proposer une échosclérothérapie compte tenu des faibles résultats tels que je vous ai montré avant n'est pas légitime. Et à l'inverse, une veine de petit calibre, moins de 4 mm, on pourrait proposer en première intention une échosclérothérapie. Voilà les guidelines que l'on peut avoir en France. Donc vous voyez, entre les recommandations mondiales, les recommandations européennes, les guidelines que l'on peut avoir sur le plan français, nous avons énormément de choses pour guider aujourd'hui notre pratique. Je vais revenir sur les autres techniques d'ablation thermique. Finalement, ces ablations thermiques sous vapeur au micro-ondes vont nécessiter le même process que pour le laser et la radiofréquence, avec l'utilisation d'anesthésie par tumescence, la mise en place d'un cathéter et l'introduction d'un dispositif qui va permettre d'assurer le traitement. Pour ce qui est de la vapeur, en fait, on va utiliser des pulses de vapeur d'eau qui, en se condensant, vont libérer de l'énergie, en fait. Ce processus va être extrêmement rapide et va permettre de générer une rétraction de la lumière veineuse. Il y a 3 ECR qui ont montré une efficacité de ce traitement. Concernant les micro-ondes, nous avons également ici, donc ce sont des traitements qui datent des années 2000. On a un dispositif qui est comparable avec une sonde à micro-ondes qui va être introduite au niveau de la veine avec 2 études qui montrent soit une supériorité par rapport à la chirurgie, soit une égalité par rapport au traitement endoveineux par laser. Là, on va sortir des ablations dites thermiques et on va arriver aux ablations non thermiques non tumescentes. Donc, comme vous allez pouvoir, je vais vous en parler des 4 types d'ablations non thermiques non tumescentes, mais quel est l'intérêt finalement de ces ablations non thermiques non tumescentes? Eh bien, c'est de s'affranchir de ce dont je vous ai parlé avant, c'est-à-dire l'anesthésie locale par tumescente. C'est un gain de temps, parce que mine de rien, quand vous faites c'est un temps opératoire qui est assez long de réaliser cette anesthésie par tumescence, du moins surtout quand on débute. C'est un
donc on a un gain de temps, on a une suppression d'un geste ressenti comme désagréable. Finalement, les patients, quand on les interroge, ce qu'ils trouvent comme désagréable, c'est cette multiplication de ponctions que l'on va leur faire pour justement injecter cette eau en périveineux. Et l'autre avantage, et pas des moindres, c'est d'être capable de réaliser ce geste au cabinet et de ne plus être dépendant, comme pour la radiofréquence et le laser, d'un établissement de santé. Alors, ces méthodes, je vais commencer par les méthodes mécanochimiques. Alors rapidement, le MOCA, peut-être que cela vous parle. En fait, mécanochimique, ça veut dire que d'un côté, on va générer une abrasion mécanique et de l'autre, on va injecter un produit sclérosant. Par exemple, le Clarivène, c'est un fil rotatif. Le phlébogriffe, ce sont des griffes qui vont générer des petites lésions au niveau de la paroi veineuse. Et on va injecter ensuite, dans le même temps, si vous voulez, au moment du retrait du cathéter, on va injecter un agent sclérosant qui va permettre de réaliser le traitement de la veine. Les méthodes physico-chimiques, c'est la technique Lafosse. La technique Lafosse, donc ce professeur Foulmy qui va lancer cela, qui utilise un laser, mais cette fois-ci, nous sommes sur un laser qui ne provoque pas de douleur au patient. C'est un laser qui est beaucoup moins puissant, qui va juste, si vous voulez, générer une rétraction des fibres collagènes au niveau de la paroi. Et dans le même temps, on va injecter un produit sclérosant. Ça s'adressait à des veines de gros calibre, 8 mm, donc finalement, on va amplifier le résultat de la sclérothérapie sur des veines de gros calibre. Vous avez ensuite les méthodes obstructives. Les méthodes obstructives, bien, si vous voulez, c'est les cyanoacrylates. Alors, les cyanoacrylates sont connus très longtemps dans les traitements des malformations veineuses cérébrales, des anévrismes cérébraux, des embolisations des veines, que ce soit gonadiques, spermatiques ou autres. Et le cyanoacrylate, en fait, a une application maintenant avec un très bon recul au niveau des varices des membres inférieurs. Le cyanoacrylate, une fois qu'il est injecté, va se polymériser au contact du sang, va entraîner l'occlusion du vaisseau et ça va générer une espèce de granulome inflammatoire qui va aboutir à l'occlusion de la veine. Donc, on a plusieurs marques disponibles, Vénacil, Variclose et Vénabloc. Là, ce qui est intéressant, contrairement aux méthodes précédentes physico-chimiques ou mécanochimiques, qui ont des reculs sur des études, en règle générale, à assez court terme, là, pour les méthodes obstructives, nous avons un recul sur des études à beaucoup plus long terme. Là, on est supérieur à 5 ans en suivi, ce qui est beaucoup plus intéressant, et l'efficacité est là aussi tout à fait démontrée, ainsi que la sécurité. Je ne vais pas m'attarder sur les ultrasons focalisés d'haute intensité, car notre collègue René Mildret va vous en parler tout à l'heure, qui est une technique qui est actuellement en développement et qui mérite tout à fait que l'on puisse en discuter. Là, à l'inverse de tout ce dont j'ai pu vous parler, il n'y a pas de cathéter, pas d'injection chimique et pas d'incision. On est sur une technique totalement non invasive. Alors, pour terminer, je voulais vous montrer l'évolution, là c'est les chiffres PMSI de 2019 qui montrent l'évolution des actes de chirurgie veineuse. Donc on voit effectivement qu'il y a une diminution. Alors c'est une diminution qui est assez progressive, contrairement à d'autres pays où il y a eu une diminution beaucoup plus brutale quand les techniques endoveineuses sont arrivées. Une diminution progressive des actes endoveineux. Et ce que l'on peut voir ici sur ce tableau, c'est à l'inverse l'augmentation des actes réalisés par laser et radiofréquence. Donc il faut savoir aujourd'hui que nous avons des remboursements pour le traitement par laser et par radiofréquence exclusivement sur la grande saphène ou la petite saphène. Il n'y a pas de remboursement pour les autres veines saphènes ou pour d'autres indications, par exemple une perforante isolée ou une Giacomini. On n'a pas de remboursement à ce niveau-là, mais on a un remboursement sur les grandes et les petites saphènes. On voit ici qu'il y a également une augmentation très nette en fait, des chiffres. Alors, il ne faut pas regarder dans l'absolu parce que vous allez me dire entre 2018 et 2019, il y a une diminution. C'est tout simplement parce que il y a eu des modifications au niveau des intitulés des cotations qui, finalement, ce qu'il faut regarder, c'est l'ensemble qui montre cette nette évolution. Globalement, en 2019, on était à une répartition à 50-50 entre la chirurgie conventionnelle versus l'interventionnelle. J'ai posé la question à nos collègues anglais de savoir comment ça se passait chez eux. En fait, globalement, en Angleterre, on est plus sur de l'interventionnel, sur de l'endoveineux, beaucoup moins sur de la chirurgie. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'autant nous n'avons pas de critères restrictifs quant à l'indication du remboursement, autant eux, aujourd'hui, ont des critères très précis, c'est-à-dire que seuls les patients qui vont souffrir d'hémorragie, de C4 grave et de C5, C6 vont être remboursés, ce qui n'est pas le cas en France. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Mathieu Vosselin. Je dois vous dire que la séance a beaucoup de succès, puisque nous sommes environ 70 à y participer. Je constate également qu'elle a un succès féminin, ce qui est très, très agréable pour notre milieu assez masculin à l'Académie de chirurgie.
Je vois qu'il y a des membres de l'Académie qui sont très éloignés géographiquement de nous, notamment Rachid Sani qui nous regarde du Niger. Nous sommes très fiers de vous accueillir tous de cette manière. Je fais une remarque concernant un des participants qui demandait une traduction anglaise. Nous n'en avons pas, j'en suis désolé. Je voulais également poser une question à l'orateur au sujet de l'éco-Doppler. L'éco-Doppler est une procédure ancienne. Il en a beaucoup parlé. C'est le fondement du diagnostic et du traitement. Dans la formation des phlébologues, c'est ça ma question, est-ce que l'éco-Doppler est étudié ou est-ce que vous êtes régulièrement en confrontation avec les radiologues qui vous aident ou au contraire qui vous discutent l'utilisation de l'éco-Doppler? En fait, l'éco-Doppler fait partie intégrante de la formation du médecin vasculaire. Alors, à ceci près, si vous voulez, il y a une évolution très récente, puisque la spécialité de médecine vasculaire est toute fraîche, est très récente. Elle fait partie maintenant. Il y a un DES de médecine vasculaire, ce qu'il n'y avait pas avant. Avant, nous devions passer par une capacité de médecine vasculaire, une capacité d'angiologie, de phlébologie. C'était ces noms-là qui étaient utilisés. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va plus utiliser médecine vasculaire, qui est l'intitulé qui est utilisé. D'emblée, en fait, quand vous commencez votre formation, la première chose que l'on fait, c'est que l'on vous met devant un échographe. Finalement, on est très peu en contact avec les radiologues. Enfin, du moins, dans tous les cas, j'ai été formé sur Nantes. Je sais que dans beaucoup de centres, c'est comme ça. Les services de médecine vasculaire ne sont pas les services de radiologie. Et la formation en écho-Doppler vasculaire est réellement faite au sein des services de médecine vasculaire tout au long de l'apprentissage. Albert Claude, je vais compléter un peu ta réponse en ce qui concerne les chirurgiens vasculaires, puisque la formation des chirurgiens vasculaires en échographie Doppler, s'ils veulent continuer à avoir une activité interventionnelle ou chirurgicale classique, il faut absolument, on le voit, qu'ils maîtrisent dans leurs propres actes la pratique de l'écho-Doppler, et plutôt avec une bonne formation, parce que sans cet écho-Doppler, on ne peut pas faire d'endoveineux correctement. C'est certain. Donc, pour nous, les chirurgiens vasculaires, nous avons introduit progressivement dans nos maquettes de formation une formation en écho-Doppler. Et on aura tout à l'heure Denis Creton, qui est un peu un promoteur de cette évolution des formations des chirurgiens vasculaires pour faire de la chirurgie veineuse ou de la phlébologie interventionnelle. Il pratique depuis très longtemps, comme chirurgien, les techniques d'exploration péropératoire par écho-Doppler. Donc ça, c'est fondamental. Voilà. Alors, mais on a peut-être d'autres questions à poser à Mathieu, à notre président de la SFP. Jean-Claude Coffinal, qui est également un chirurgien vasculaire, un ancien de la Pitié-Salpêtrière. Je profite de cette occasion pour évoquer la mémoire de mon patron, Jean Nathalie, qui a été le chirurgien vasculaire des années 60, 70, etc., et qui nous a tous formés à une parfaite collaboration avec les médecins phlébologues et les médecins vasculaires. Jean-Claude, tu as été un élève de Jean Nathalie. Non. Une question pour Mathieu. Est-ce que je n'ai plus du tout entendu parler de la cryochirurgie? Je veux dire qu'il est peu jeune pour cette méthode-là, mais est-ce qu'il peut nous en dire un mot ou comment il la voit ou qu'est-ce qu'il a comme connaissance pour sa génération sur cette technique? Alors moi, je vais être très franc avec vous. J'en ai effectivement entendu parler. J'ai vu de nombreux comptes rendus passer, notamment quand je débutais au début sur les suivis de mes patients qui avaient suivi ces interventions-là. À ma connaissance aujourd'hui, c'est une pratique qui a été laissée de côté, qui à ma connaissance, ne se pratique plus. Alors, je peux me tromper. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle ne fait pas du tout partie de notre maquette de formation. Elle n'est pas citée non plus spécifiquement. Et en tous les cas, ça ne fait pas partie des... Alors, après,
il y a l'aspect technique. Clairement, aujourd'hui, sur les techniques qui sont recommandées, elle n'en fait pas partie. Il n'y a pas d'acte de remboursement sur cette technique. Et sur le plan de l'enseignement, elle n'est pas présente non plus. Je pense que ça explique qu'aujourd'hui, effectivement, je n'ai pas plus de réponses que ça sur ce sujet. Mais en tous les cas, à ma connaissance, il n'y en a plus. Ça ne se fait plus. Une autre question, Hélène Sussman? Oui, Hélène Sussman. Médecin vasculaire. Ce n'est pas une réponse, c'est deux petites remarques. Une remarque au sujet de la question de notre président sur les radiologues. En fait, les radiologues sont essentiellement formés pour l'exploration des troncs profonds, mais en ce qui concerne le veineux superficiel, ils sont pas formés pour faire, par exemple, un échomarquage. Pour faire une cartographie veineuse préopératoire, ce ne sont pas les radiologues qui sont vraiment adaptés pour cette technique. Maintenant, en ce qui concerne la cryochirurgie, moi je suis une ancienne et effectivement j'ai vécu la période de la cryochirurgie. Je pense qu'on l'a abandonnée parce qu'elle donnait beaucoup trop de récidives. Et donc, quand la radiofréquence et le laser sont arrivés, les résultats étaient tellement meilleurs qu'on a abandonné la cryochirurgie à ce moment-là. Il y a une question qu'on n'a pas posée qui est l'abandon. Avec les techniques endoveineuses, on a abandonné un des dogmes qui existait au temps de la chirurgie d'événage et stripping, c'était la crossectomie. Et donc, la théorie descendante de l'origine des varices par reflux venant du haut et allant alimenter de haut en bas les veines insuffisantes. Est-ce que, Mathieu, tu pourrais nous dire un mot? Pourquoi on a abandonné la crossectomie? On a abandonné la crossectomie parce qu'en fait, on s'est effectivement rendu compte que le fait d'aller réaliser cette crossectomie au ras de la veine fémorale, en fait, supprimait l'ensemble des afférences pelviennes et on a pu remarquer avec le temps que ces afférences pelviennes représentaient une des possibilités de récurrence et qu'il valait mieux effectivement être capable de laisser en place ce moignon. Et d'ailleurs, en fait, quand on apprend à faire l'endoveineux, on vous explique qu'il faut arrêter la sonde ou le cathéter à 1,5-2 cm de la jonction. Mais on insiste bien sur le fait qu'on doit s'arrêter, on doit laisser libre au moins le premier afférent pelvien. Et c'est ça qui est important. Donc voilà, le dogme en fait est tombé finalement sur une observation assez simple du taux de récidive et sur la facilité que l'on peut avoir avec évidemment l'endoveineux et assisté par une échographie très performante pour arrêter au millimètre près la zone de traitement à l'endroit où on veut l'arrêter. Je vois qu'Henri Coudane pose une question. Henri, tu es toujours en ligne à propos des problèmes médico-légaux éventuels. Les actes. Oui. Tu es là. En cas de non prise en charge dans un secteur hospitalier, comme l'orateur l'a très bien expliqué, je voulais savoir s'il n'y avait pas dans votre des problèmes médico-légaux spécifiques liés à la surveillance ultérieure qui ne s'effective pas effectivement en milieu hospitalier ou dans des protocoles. Dans le cadre de l'exécution des gestes que vous avez décrits, par certaines techniques qui se font exclusivement au cabinet du médecin. Il parle peut-être de la sclérothérapie. Non, les actes réalisés. Vous avez entendu ma question? Je l'ai écrite parce que une fibre laser ou thermique, quelle qu'elle soit, est-ce que tu peux le faire à ton cabinet? Non. En pratique, et quelles sont les conséquences médico-légales éventuelles si tu fais de la phlébologie interventionnelle au cabinet et non pas en salle d'opération? Si vous voulez, ça va à l'encontre en fait des recommandations HAS. Aujourd'hui, si vous voulez, ces patients-là doivent suivre un secteur ambulatoire avec un process ambulatoire strictement conventionnel. Il n'y a pas de surveillance en salle de réveil spécifique, mais le patient doit avoir un minimum de surveillance les minutes qui suivent l'intervention.
si vous voulez, je pense que le faire en cabinet, alors vous allez me dire, on revient sur l'histoire, c'est-à-dire que les premières interventions étaient faites au cabinet, puis ça s'est ensuite structuré, les recommandations sont arrivées, les remboursements, bien entendu, sont arrivés, les remboursements sont liés au fait, de toutes les façons, à l'hospitalisation, vous ne pouvez pas coter ces actes si votre patient ne passe pas en ambulatoire, et sur les recommandations actuelles, bien, en France, si vous le faites hors du cabinet et qu'il y a un problème médico-légalement, effectivement, vous êtes attaquable. Alors, évidemment, il y a une disparité des pratiques, puisque si on va outre-Manche ou aux États-Unis, ces traitements se font au cabinet. Sauf que nous, c'est vraiment ce que l'on dit, on reste, quand on fait de l'enseignement et des interventions comme celle-ci, voilà, on reste sur la réglementation française, et la réglementation française aujourd'hui ne souffre pas d'exception, et il faut rester, je pense, réellement en établissement de santé pour le faire. Bonjour, merci beaucoup pour l'intervention. Juste pour rebondir là-dessus, je pense que la précision qui était potentiellement demandée par M. Koudane, c'était de savoir dans le cadre des ablations non thermiques non tumescentes. D'après ce que j'avais compris, vous étiez en train d'expliquer que donc on allait pouvoir s'affranchir d'un traitement en établissement de santé et donc de ce fait aller vers de plus en plus de prise en charge en cabinet dans ce cadre précis-là. Donc, est-ce que les recommandations vous permettent de le faire et dans ce cadre-là, quid de la surveillance du patient si c'est fait en cabinet? En fait, si vous voulez, ces techniques-là, effectivement, peuvent être faites. Il n'y a pas de recommandation particulière. Si, par exemple, on prend les dispositifs de colle, la colle, elle est commercialisée, elle a le label CE. Si vous prenez, par exemple, Vénacil de Medtronic, vous pouvez, techniquement parlant, le faire en cabinet. La surveillance sera la surveillance je pense pas qu'il y ait besoin de plus de surveillance que ça pour ces patients-là. Il n'y a pas d'anesthésie par tumescence, il n'y a pas d'injection de lidocaïne. On est sur des patients qui, d'un point de vue médico-légal, je pense qu'il n'y a pas d'objection à ce que ces patients-là soient effectivement, même en France, traités. Sauf qu'en parallèle, il faut quand même voir que sur ces actes-là, il n'y a aucun remboursement. Donc là, on change un petit peu de paradigme. Oui, avec un commentaire, avec la chirurgie ambulatoire, enfin l'évolution vers l'ambulatoire, on a vu un double mouvement finalement dans ce domaine apparaître, c'est-à-dire effectivement des actes qui peuvent être faits en cabinet libéral, mais aussi la réintroduction de la chirurgie endovasculaire à l'hôpital, le traitement des varices à l'hôpital, qui avait quasiment complètement disparu, en particulier à Paris. Il n'y avait pratiquement plus aucun service hospitalier, universitaire en particulier, où on pouvait traiter des patients de varices. Les varices sont réapparues au travers de la chirurgie ambulatoire, et maintenant on a des séquences endoveineuses à la Pitié-Salpêtrière, dans d'autres grands CHU, et c'est très important pour nous, parce que nous qui enseignons à l'université la phlébologie, très important de pouvoir avoir des lieux de stage où on peut faire de l'enseignement en même temps. Alors, il faut dire et remercier la Société française de phlébo avec tous ces acteurs libéraux qui interviennent en recevant des stagiaires pour les former sous leur propre responsabilité. Donc, ce qui est quand même un effort important qu'ils font pour assurer ces formations. Oui, et puis je tiens aussi à vous remercier pour l'interaction qu'on peut avoir avec l'université, avec vous, notamment Albert Claude et Frédéric Vin, sur cet enseignement-là. Je pense que c'est des choses qui sont très importantes. Ces interactions sont importantes. L'interventionnel est une discipline frontière qui doit être appréhendée par différents acteurs et qui doit être bien appréhendée, je pense, et bien enseignée. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu Josselin.